De plus en plus dans nos pays, le travail salarié se fait rare. Créer donc son emploi semble être la solution d'avenir. Et l'essentiel n'est pas d'avoir des fonds pour démarrer, car tout ce qui importe pour celui qui croit, c'est que tout est possible. Le déclic, c'est savoir observer son environnement, d'identifier les besoins et les habitudes de sa communauté et concevoir pour ce faire un projet qui puisse satisfaire ces différentes attentes. Pour nous inviter ici présents sur ce plateau, il n'y a pas un brin de doute là-dessus. L'entrepreneuriat, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, est la seule alternative pour sortir de la pauvreté. Ils vont donc s'employer dans les 3 prochains quarts d'heure à nous donner des astuces dans ce numéro de votre émission Entre nous, que je vous recommande vivement de suivre avec beaucoup d'attention. S'il faut, sortez vos calepins car c'est une occasion rare que nous vous proposons aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez et dans quelle partie du monde vous nous suivez. En tout cas, nous vous remercions de votre constante fidélité au programme de TM2. Bienvenue à tous. Bonsoir chers invités. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci beaucoup. Merci bien. Je sais que vous avez des agendas très chargés, mais vous avez tenu quand même à être là pour partager ce moment avec le public. Merci pour cela. Merci, c'est un plaisir. Donc, à droite de votre écran, nous avons M. Ibrahim Théolam. Vous êtes entrepreneur, auteur de plusieurs ouvrages sur l'entrepreneuriat en Afrique. Bonsoir. Bonsoir, M. Ndiaye. Vous nous venez de très loin. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Et juste en face de vous, nous avons Bougadari Sanogo, chercheur spécialisé en relations internationales. Bonsoir. Bienvenue. Merci bien. Cela dit, avant de passer aux discussions, je vous propose cette première vidéo pour corroborer la partie de mon introduction qui soulignait que l'argent n'est pas primordial pour entreprendre. Suivez et on revient juste après sur le plateau. Ici, le mot d'ordre s'appelle bien-être du corps et de l'esprit. Des produits cosmétiques et encore plus étonnant, des déodorants faits essentiellement à base du beurre de karité. Voilà les merveilles que Adam Souriasila réalise dans cet endroit bien tranquille. Et dire que tout est parti avec 15 000 francs, oui, vous avez bien entendu, 15 000 francs CFA. Oui. J'ai commencé avec 15 000 francs, j'ai acheté la matière première et j'ai eu 6 emballages, 6 produits finis au début que j'ai vendus et réinvestis encore jusqu'à aujourd'hui. Et là, moi-même, j'avais des problèmes de peau il y a 4 ans comme ça et j'ai essayé plusieurs produits, ça ne marchait pas. Je suis même allée jusqu'à me dépigmenter la peau. Oui, ce qui m'a encore abîmé la peau. Et là, j'ai fait des recherches. Je me suis redirigée vers le beurre de karité, une ressource naturelle qu'on a ici avec nous. Et ça m'a réparé la peau. Et là, j'ai décidé de commercialiser ce trésor-là. Incarnation des jeunes qui réussissent dans l'entrepreneuriat, cette jeune maman de 32 ans continue d'investir tout son être dans son projet. Sans être encore au sommet, Soraya Garden poursuit son bonhomme de chemin. Lauréate d'un prix au Maroc récompensant l'originalité de son idée, la liste des clients qui essaient les produits Soraya ne fait que s'allonger. À chaque fois qu'une cliente achète les produits, elle est satisfaite. Et ça crée un effet d'abonnement. Donc voilà, actuellement nous avons une représentation en France, FM Beauté sur les Champs-Élysées. Nous avons 2 représentations à Dakar. Nous avons une représentation au Maroc et en Namibie. Nous avons même un tea house on organise chaque week-end des menus diététiques où il y a la dégustation de thé et on offre des menus diététiques aux clientes qui viennent. Et la lancée de Soraya Garden, c'est de vraiment valoriser ce beurre de karité-là. Cette ressource naturelle aux vertus incroyables qu'on a ici au Mali avec nous. Et en même temps, rehausser la chaîne de valeur du beurre de karité parce que nous sommes les transformatrices et elle est productrice de beurre de karité. Voilà, retour donc sur le plateau de votre émission Entre nous. Je vois, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. D'abord, votre réaction par rapport à ce que vous venez de voir. Et je suis de plus en plus agréablement surpris, surtout de voir une jeune dame qui a pris cette initiative avec 15 000 francs, il faut le faire. Hein.
Et je serais très très honoré d'être capable même de représenter ces produits au Canada. Si elle n'a pas de représentant au Canada, je serais très honoré de l'introduire sur le marché canadien. Exactement. Parce que la chance que j'ai au Canada, j'organise un festival qui s'appelle les Nuits d'Afrique chaque année. Et nous organisons le marché Tombouctou. Donc dans le marché, c'est des exposants qui viennent exposer des produits comme ça. C'est un festival. Mais c'est un festival, exactement, Des tout renommées à fait. internationales. Donc ça, je suis dans l'organisation de ce festival, ça fait 32 ans. Exactement. Donc je pourrais l'introduire au Canada à travers... Mais je suis de plus en plus agréablement surpris. C'est des initiatives à encourager. C'est des personnes qu'il faut encourager. Parce que ça, c'est un exemple. Et d'autres personnes peuvent prendre des exemples de ce genre-là. C'est aussi simple que ça. Monsieur Tlam. Je suis très satisfait de son parcours entrepreneurial. J'en déduis 3 actes. Oui. Le premier acte, c'est que nous n'avons pas en Afrique un modèle entrepreneurial qui nous est propre. À chaque fois, c'est les Occidentaux qui nous disent il faut aller dans le numérique parce que c'est un secteur porteur. Il faut aller dans la transformation des fruits et légumes, c'est un secteur porteur. Il faut aller dans tel secteur parce que ça produit de la valeur. Ce qui veut dire, eux, ils se concentrent là-dessus et nous vendent les produits et les services et de la valeur ajoutée. Et nous, on ne se concentre pas sur les acquis que la nature nous a offerts pour développer nos potentialités. Elle se dit, avant même d'aller dans des solutions numériques, le beurre de karité est accessible. Je transforme d'abord pour régler ma propre problématique et ensuite j'en fais une activité génératrice de revenus en commençant par mes propres moyens. Avec 11 000, j'investis de façon artisanale, j'ai une production assez intéressante, je réinvestis et finalement je me retrouve dans une position d'exploiter mon activité à travers une industrialisation. Donc, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est ce qu'elle est en train de faire, c'est une bonne chose. C'est ça l'entrepreneuriat. Exactement. Et les jeunes qui nous suivent à la maison se demandent qu'est-ce qu'il me faut pour réussir à faire comme la jeune Soria qu'on vient de voir. Très simple. Maîtriser son environnement immédiat. Alors, elle a dit, j'ai une problématique au niveau de la peau. Comment résoudre ma problématique? En même temps, je veux entreprendre. Pourquoi pas me lancer sur une activité qui me permettrait d'avoir une solution par rapport à mon problème? Et en fonction de mes moyens, je commence. Donc, elle a maîtrisé l'environnement immédiat. Elle n'a pas attendu un financement. Elle s'est évaluée pour avoir le niveau de talent qu'elle a, le niveau de capacité pour pouvoir exercer le métier d'entrepreneur. Troisième élément, il faut oser essayer. Très souvent, les jeunes nous disent, j'ai un projet, j'ai monté un plan d'affaires, j'ai écrit un projet, mais je n'ai pas de financement. Mais qui te financera? Le financement n'est pas un élément qui est accessible et puis ça ne fait pas partie du projet. Si vous avez une idée, osez essayer. Quand on n'essaye pas, on ne peut pas avoir la possibilité d'évaluer notre niveau de créativité. D'abord, il faut essayer. Exactement. Et qu'est-ce qui reste déterminant comme facteur pour y aller? Il y a un point intéressant que monsieur Lam vient de toucher, le problème du financement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui se disent, bon écoutez, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais je vais monter un projet pour faire des financements. Et on m'a expliqué quelque chose d'extraordinaire. Un projet qui a été initié par le Canada, ici au Mali, avec une structure canadienne qui est ACI 2000. Ils ont formé, je pense, 13 jeunes. Et dans les 13 jeunes qui ont été formés, il y en avait 2 ou 3 qui pensaient que oui, la formation était fonction, le financement qui était au bout, ça devait être comme un don. Ce n'était même pas, ils ne voyaient même pas le financement comme un prêt pour créer une business, mais eux, ils pensaient que c'était un don qu'on pouvait prendre pour aller se marier, un truc comme ça. Donc, quand le jeune a dit au monsieur, ben, moi, je ne suis pas prêt pour prendre l'argent et créer ma business, je vais faire autre chose. S'il est question de rembourser, moi, je ne suis pas dedans. Donc, il est sorti du projet parce qu'il pensait que ça devait être une subvention, qu'on devait lui donner l'argent. Gratuitement. Donc, comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup de nos jeunes qui ont cette mentalité-là. Mentalité de tendre la main derrière un financement qui ne viendra jamais. Parce que le financement, c'est le jeune lui-même. C'est tu as ton propre baromètre. Au-delà de toi, il n'y a rien d'autre. Mais soit tu penses que c'est la poche de l'autre qui doit te servir de baromètre, mais tu as tout faux. Ouais. En partant, il y a un problème. Comme il a parlé de maîtriser son environnement, ben ton environnement, c'est ta propre personne. Ça commence par soi-même. Si tu n'es pas en harmonie avec ta propre personne, mais ça ne va pas fonctionner. Si toi, déjà dans ta tête, tu penses que c'est dans la poche de l'autre que tu dois lui puiser ton argent, mais ça ne va pas. Exactement. Ça ne va pas. Exactement. Donc ça, c'est des réalités qu'il nous faut intégrer, qu'il faut expliquer à nos jeunes. Et monsieur Lam, d'ailleurs, vous avez vos ouvrages ici dans la publication sur l'entrepreneuriat. Vous parlez des clés de la réussite. Vous dites
que certaines questions sont fondamentales pour se lancer. Juste un rappel de ces questions. Alors, je me répète encore une fois de plus, tout en insistant sur le fait que j'ai beaucoup parlé de l'exploitation du beurre de karité. Un produit qui peut permettre à nos générations d'avoir de la valeur. Alors, en résumé, nous avons un schéma au niveau continental qui n'est pas décrit sur le plan entrepreneurial. Donc, le jeune a du mal à s'orienter. On lui a dit pour entreprendre, il faut écrire un projet, il faut un business plan. Mais le modèle marche dans les pays développés parce qu'eux, ils ont des structures capables de répondre aux orientations suivant le financement, aux orientations suivant la formation et l'accompagnement. Mais comme nous n'avons pas ça, et nous avons eu la chance d'avoir nos ancêtres qui n'ont connu ni Internet, ni WhatsApp, ni les réseaux sociaux, qui ont réussi à créer. Donc cette créativité que nous avons aujourd'hui, il faut qu'on l'adosse à la maîtrise de l'environnement immédiat. Et cette maîtrise, c'est quoi? Je suis étudiant quelque part, j'identifie les besoins de ma communauté, je peux commencer par mes étudiants et j'apporte des solutions concrètes. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que j'ai analysé mon environnement immédiat, le fait d'essayer, il faut que ça soit adossé à mes propres moyens. Aujourd'hui, j'ai la chance d'acheter un téléphone portable qui coûte 100 000. Ok, je l'ai, c'est ma propriété. Mais par contre, j'ai un projet qui me coûte 50 000, je dois être prêt à vendre mon portable à 80 000, financer mon projet à 50 000 et avoir un portable de 30 000. Avoir la possibilité de faire un choix. Mais en plus, on a une contrainte majeure. Lorsqu'on est jeune, en général, on n'a pas le droit à la créativité selon notre contexte africain. Donc on dit qu'un jeune, il doit juste suivre. Or, le jeune peut avoir la possibilité, si on lui donne le cadre, la possibilité d'exercer son talent. Donc j'invite les jeunes à mieux se désengager de cet environnement négatif où on leur fait croire qu'il n'y a pas de possibilité en Afrique, parce que les autres qui ne sont ni africains, ni sénégalais, ni maliens arrivent à faire de la valeur au niveau de notre continent. Donc je leur demanderai d'essayer uniquement. Exactement. Ensuite on verra. Et qu'est-ce qui est important toujours par rapport à la construction du projet? Qu'est-ce qu'il faut pour y aller? Le déclic doit venir comment? C'est la prise de conscience. Le déclic doit venir de la prise de conscience. Parce que si le jeune n'est pas conscient de lui-même, il ne peut pas avoir de déclic. Vous savez, M. Lam vient de toucher un point important. Parce que c'est le problème de la formation au niveau même de nos écoles. Parce que vous savez, il y a un proverbe qui dit que ce n'est pas au cerveau de servir l'école. C'est à l'école de servir le cerveau. Mais le problème, c'est le contraire. Parce que l'école est en train de donner un certain formatage. L'école enseigne l'impuissance. Tu as une connaissance académique, mais au niveau de la créativité, le fait de te prendre en charge toi-même, l'école n'en parle pas. Ça, c'est une problématique. L'enfant doit savoir qu'il est capable de faire. Parce que si tu crois que tu peux, tu le peux. Mais si toi déjà tu crois que tu ne peux pas, mais comment tu vas pouvoir? Exactement. Donc, il va falloir que même au niveau de l'enseignement de nos jeunes, il va falloir que le concept de l'enseignement même change. Exactement. Sans cela, c'est impossible. Le déclic, c'est la prise de conscience. Et cette prise de conscience est non seulement individuelle, mais aussi elle doit être collective. Pour que, au niveau de la trame nationale, la flamme reste. C'est ça. Donc, dans ce registre, qu'est-ce qu'il faut éviter dans ce cas? Alors, avec votre permission, je détourne la question. Alors, je m'inspire de ma mission de 2 semaines avec l'ISPRIC, où les jeunes ont eu la chance de bénéficier d'un cadre d'exploitation de leurs talents. Pendant 10 jours, on a formé les jeunes dans une situation qui leur a permis de se rendre compte qu'entreprendre, c'est d'abord créer quelque chose à sa dimension réelle. 267 jeunes incubés, 27 projets créés, 24 prototypes créés. Les jeunes qui voulaient se lancer dans le domaine de la transformation ont transformé sur place. Ils se sont rendus compte, à 8, ils ont cotisé, ils ont eu un budget, ils ont commencé, ça a produit, ils ont vendu. D'autres jeunes qui voulaient faire du pavage, dans le même centre d'incubation au niveau de l'ISPRIC, là où je t'avais invité à apporter une communication. Exactement. Les jeunes, il y a des sachets qui traînent partout, il y a d'autres déchets qui traînent partout. On en sert, avec une construction artisanale, on a réussi à créer des pavés. D'autres jeunes qui voulaient faire la restauration, ils ont cotisé ensemble, on leur a donné une salle, ils ont cotisé pour décorer, ils nous ont fourni des prestations en matière de restauration. D'autres jeunes qui voulaient faire la psychiculture, la cour de l'école est vaste. Exactement. On a accordé
un petit espace, les jeunes ont creusé, ils ont créé leur bassin piscicole et ont mis leurs poissons. Là, D'autres c'était qui vraiment veulent faire lié l'agriculture. la théorie à la pratique. Oui, d'autres qui veulent faire l'agriculture. Tout de suite, on dégage une parcelle, ils commencent. Donc, il y a eu 24 prototypes présentés. Maintenant, qu'est-ce qu'on voulait faire comprendre aux jeunes? Si vous restez chez vous en disant que j'ai une idée, je veux la transformer en projet avec l'écrit, un business plan, bien conçu. Bien conçu, vous risquez de ne pas avoir de financement. Tandis que le jeune déjà qui a créé son exploitation agricole, il va prendre la photo de l'exploitation, écrire son projet, aller voir une personne qui a 4 hectares en lui disant que moi, si tu me donnes 1 hectare, je suis capable de faire du chiffre et je te donne 50% de ma production. Donc le jeune finalement vend ce qu'il a, vend son savoir-faire, vend son expertise. Ce qui veut dire, finalement, ce qui est important, ce n'était pas l'esprit en tant qu'école, c'est le cadre que nous avons donné aux jeunes. Maintenant, si tout le cadre était ainsi, comme l'a dit M. Sanogo, dès le bas âge, la créativité serait à un niveau beaucoup plus intéressant. Comme au lycée ou au primaire, on ne donne pas des cours d'entrepreneuriat. Pour moi, je suis contre de donner des cours d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on ne peut pas l'apprendre à quelqu'un. On donne des cours d'initiation à la créativité et à l'innovation. On dit aux enfants, vous êtes 10, les 2 nous présentent le journal d'aujourd'hui. Vous avez 1 mois de préparation. Vous nous préparez de la poterie. Vous avez 15 jours. Et on affecte les jeunes à des ateliers créatifs qui permettraient à ces jeunes d'apprendre la rigueur, d'apprendre à s'asseoir, d'apprendre à se concentrer, d'apprendre à faire des erreurs, d'apprendre à manipuler et d'apprendre concrètement de se servir des outils de l'environnement pour créer de la valeur. Exactement. Absolument, tout à fait. Et pour ceux qui sont déjà lancés, là, c'est pour ceux qui veulent se lancer, mais pour ceux qui sont déjà lancés, et la réussite dépend de quoi, ça passe par quoi. D'ailleurs, vous avez même initié des journées de réussite dans ce sens. Oui, nous avons initié ça, les journées de la réussite. Exactement, c'est pour aller dans le même sens que M. Lam. Parce que nous avons commencé, nous sommes à peu près autour de 200 jeunes qui sont au niveau de la conception théorique déjà. La prise de conscience que oui, c'est possible. Maintenant, ils vont aller sur le terrain pour faire des expériences pratiques au niveau de la création d'emplois. Notre objectif final, c'est de créer justement 370 PME pour que les jeunes soient capables eux-mêmes de créer leur propre business. Et nous savons que c'est possible. Et M. Lam vient de l'expliquer, c'est exactement la même idée. C'est la même idée. Donc, les idées se retrouvent. Les idées se retrouvent. Et pour ceux qui ont déjà commencé, là, il faut persévérer. Parce que si tu n'es pas capable... Parce que, vous savez, un enfant qui commence à marcher, il tombe. Une deuxième fois, il tombe. Après, il tombe. Mais le problème que nous avons, le système français ou le système malien, c'est l'échec n'est pas encouragé. Il faut savoir encourager l'échec. Si tu n'échoues pas, tu ne peux pas réussir. Donc, il ne faut pas que le jeune ait peur d'échouer. Il faut qu'il se lance, il va échouer, il va reprendre. Exactement. Donc, il faut aller avec ce concept-là aussi. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Pour pouvoir continuer, pour pouvoir réussir. Ben, Edison, comme les gens aiment le dire, il a essayé l'ampoule combien de fois? Au moins 4999 fois. C'est le 5000e fois qu'il a réussi. Wow. Et celui qui a créé l'ampoule. Mais c'est ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Pour que réussir, ben, il faut échouer, il faut échouer, il faut échouer et continuer malgré l'échec. Exactement. Ça veut dire qu'on peut toujours se relever de la chute, quelle que soit la profondeur. Mais exactement, je m'inspire de sa pensée. Mais par contre, je vais orienter mon intervention sur autre chose. Posons-nous des questions. Comment faisons-nous pour vivre décemment? Vous portez des lunettes. Il y a des personnes qui ont réfléchi et qui ont proposé des lunettes. Vous portez une montre. Pareil. La table de naissance, des personnes ont imaginé qu'il faut une table de naissance pour faciliter l'accouchement. D'autres personnes ont pensé aux seringues. C'est-à-dire, il y a une communauté de personnes qui pensent à nous accorder un monde confortable en créant. Maintenant, toutes ces personnes qui ont créé ont pris le soin de bien travailler et ont mis dans leur agenda un temps de travail très intéressant. Donc, et ces personnes qui travaillaient, échouaient et se relevaient. Et ces personnes nous ont donné aujourd'hui un monde confortable avec tout ce que nous utilisons. Donc, moi, je mise sur l'essayage. De toute façon, personne n'est en prison parce qu'il a essayé de créer. Et voilà. Donc, osons créer. Tout à fait. Et les startups, comme on les dénomme désormais, sont surtout confrontées à des problèmes de ressources, de moyens financiers. La lassitude les atteint très facilement. Et du coup, on veut abandonner le projet et se tourner vers autre chose. Quels sont les conseils que vous voulez donner, surtout ceux qui veulent l'abandonner? Ben, le premier conseil, comme je l'ai dit tantôt, c'est de croire que tu peux réussir déjà. Parce que si tu ne crois pas que tu peux le faire,
tu ne peux pas le faire. Ils sont déjà dedans. Mais un élément important, fondamental, c'est d'aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne peux pas réussir là-dedans. Donc, ça prend du temps avant de marcher. Mais, c'est pour cela que la lassitude les atteint très facilement. Oui, je comprends. Ça peut prendre du temps avant de marcher. Mais vous savez, les choses sérieuses, la réussite est construite sur de la sueur. C'est pas construit sur des... C'est pas comme ça. Même après 5 ans, il ne faut pas se décourager. Même après 40 ans, il faut... Surtout après 40 ans. Surtout après 40 ans. Parce que 40 ans, normalement, ça doit dégringoler. Mais ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts. Donc, l'effort est quotidien. Tous les jours que Dieu fait, il faut faire de l'effort. Le jour qu'il va s'étendre le vide, sans effort, ça veut dire que c'est fini. L'entreprise est finie ou la personne elle est morte. Exactement. Donc il va toujours avoir des problèmes. Une vie sans problème n'est pas une vie. Ça n'existe pas. Donc il faut toujours et constamment faire et s'améliorer. Mais monsieur Lam vient d'écrire 4 livres. Mais vous savez que 4 livres, il l'a écrit comme ça? Pas du tout. L'effort qui est derrière ça, Dieu seul le sait. Mais c'est des efforts. Il ne s'est jamais découragé. Avec les mêmes efforts, il va écrire un 5e, un 6e, et ainsi de suite. Dans 1 an, 2 ans, peut-être que vous allez l'inviter ici. Et ça, vous savez, c'est ça. Les grands hommes, c'est comme ça. Exactement. Tu ne peux pas être grand si tu ne fais pas d'efforts. Et le premier baromètre de l'effort, faire de l'effort sur toi-même. Okay. Donc, comment éviter de ne pas être atteint par la lassitude? Parce que ce n'est pas du tout facile dans un projet. 5 ans, 10 ans, ça ne bouge pas. Mon cher ami, il faut travailler sans relâche. Mais par contre, ce qu'il faut préciser, quand on est passionné, on n'abandonne pas. Quand on est passionné, on peut faire le choix de gagner moins et de vivre sa passion. Je peux donner un exemple personnel. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si quelqu'un me donne 1 milliard pour investir, je ne peux pas acheter des immeubles, de les faire louer pour gagner de l'argent. Achat et revente n'est pas dans mon niveau entrepreneurial. Pour moi, il faut créer des écoles, il faut créer des incubateurs, il faut créer des entreprises de prestation de services, il faut créer des entreprises qui innovent. Donc, d'emblée et d'entrée de jeu, je ne peux pas faire l'achat et la revente. Donc, je suis plutôt orienté dans la création. Ce qui veut dire, je vais injecter beaucoup d'argent, je ne suis pas sûr d'en recevoir. Or, si c'est l'achat et la revente ou louer un immeuble, mais l'argent est là, disponible tout le temps. Donc, une personne identifiée par rapport à ce profil a du mal à lâcher la prise. Même si c'est difficile, je continuerai. Et j'inciterai les jeunes, et je les recommanderai, je les exhorterai même, lorsqu'ils ont des passions, il ne faut pas qu'ils abandonnent. Okay. Donc, ne pas abandonner, mais quelqu'un qui n'a même pas, qui a même du mal à payer soi-même, son personnel, qui a même du mal à acheter des matières premières, ce n'est pas facile. Mais par contre, est-ce qu'on peut commencer en fonction de ses moyens? Par exemple, je veux créer une entreprise qui vend des solutions numériques. Je suis ingénieur. En fonction de mon niveau de créativité, je peux commencer à vendre les services adaptés à mon niveau. Sinon, je peux intégrer une autre personne qui peut faire la même chose que moi, ou bien une autre personne qui fait autre chose pour compléter mon projet. C'est-à-dire le temps affecté à la recherche et le temps affecté à la recherche du moyen et le temps affecté à la recherche de ton produit ces temps-là doivent être capital dans la mise en place de ta productivité. Donc, compter sur soi-même, comme il l'a dit, comme vous l'avez soulevé, est le maître mot de toute activité créative. Exactement. Et dans la lutte contre la pauvreté, on l'a même intitulé, c'est le thème de l'émission qu'on a choisi, entreprendre semble être le seul déclic et plutôt la seule alternative. Est-ce que vous êtes d'accord avec Je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous sommes pauvres parce que nos sociétés sont en faillite d'épanouissement. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que l'humain a de la difficulté à s'épanouir dans ce qu'il a l'amour de faire. Toute la problématique est là. L'individu a de la difficulté de s'épanouir. Lui, il a écrit ses livres parce qu'il aime ça. C'est de l'amour. S'il attendait, dire, je vais d'abord attendre d'avoir de l'argent pour faire mes livres, mais il serait encore là sans écrire une seule ligne. Ce n'était pas possible. Donc, il faudrait aimer quelque chose. T'épanouir là-dedans, travailler là-dedans, et là tu vas réussir. Mais tant qu'il n'y a pas l'épanouissement, il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cette flamme en toi, ce n'est pas possible. Aussi simple que ça. Donc pour que ça fonctionne, il faut d'abord que tu te fasses confiance, tu fasses confiance à tes possibilités, et comme il a dit, aller avec tes propres moyens. L'argent, c'est de l'énergie.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'argent, c'est autre chose. L'argent, le secret de l'argent, c'est que l'argent, c'est de l'énergie. Ce que nous voyons, le papier, là, ça, c'est du papier. C'est du papier monnaie. C'est-à-dire que c'est ce qui te permet d'aller acheter ce que tu veux. Mais l'argent réel, c'est l'épanouissement que tu as en toi-même. Parce que tant que tu es épanoui en tant qu'individu, mais ce que tu veux, tu vas l'avoir. Exactement. Peu importe le prix. L'exemple qu'il vient de donner, quand il a je ne sais pas combien de milliards, mais c'est ça, c'est de l'argent qui te tombe du ciel. Mais tu n'as pas besoin de ça pour réussir. Tu n'as pas besoin de gagner la loto pour réussir. Tu as besoin de te gagner toi-même pour réussir. Tant que tu ne t'es pas gagné toi-même, c'est difficile à réussir. Donc, dans la lutte contre la pauvreté, vous avez d'ailleurs écrit un excellent ouvrage là-dessus. On vous avait reçu d'ailleurs là-dessus, sur ce plateau. Ouais. Vous dites vous donnez plutôt pas mal d'astuces. Juste pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir lu cet ouvrage, juste donner quelques astuces. Alors, savoir que nous sommes notre propre baromètre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun prophète, il n'y a rien qui va descendre du ciel pour nous donner de l'argent. L'argent que nous avons besoin, nous l'avons en nous-mêmes. Notre essence même, c'est d'être riche. Ça, c'est l'essence de l'humain. Personne n'a été créé pour être pauvre. Ça, c'est faux. Vous y croyez quand même. Mais j'ai aucun doute là-dessus. Dieu n'a créé personne pour être pauvre. C'est faux. Tout le monde a été créé pour réussir. Et réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en harmonie avec Dieu. Si tu es en harmonie avec toi, mais tu es en harmonie avec Dieu. C'est Dieu qui donne. Donc, à partir du moment que c'est Dieu qui donne, si tu es en harmonie avec Dieu, mais tu as tout. Tu as tout. Tu as l'argent, tu as tout. Et tu es en harmonie avec les autres. C'est aussi simple que cela. Donc, pour pouvoir réussir, il faudra croire que tu peux réussir. Et tu travailles là-dessus. Et surtout, aimer ce que tu fais. Mais pourtant, dans l'ouvrage, vous soulignez que ce n'est pas facile dans nos conditions africaines, surtout dans le cas spécifique du Mali, où c'est vraiment pas facile parce que l'État, les conditions ne sont pas réunies. Oui, parce que l'État du Mali n'appartient pas aux Maliens. C'est aussi simple que ça. Okay. Mais la réalité, c'est ça. Moi, je suis spécialiste des relations internationales. L'État du Mali n'appartient pas aux Maliens. Il y a quelque chose qui se passe actuellement sur CNN aux États-Unis. Le deal de Kidal, le deal de Taoudeni. Mais il faut l'écouter, c'est l'émission, c'est en anglais. Tu vas comprendre ce qui se passe au nord du Mali. Il y a un deal qui a été fait sur le Mali. Donc l'État du Mali n'appartient pas aux Maliens. Il faudrait que le Malien s'approprie son État. C'est aussi simple que ça. Avant ça, comment sortir pendant que cette situation n'est pas résolue? Mais ça veut dire, vous savez, tout est interconnecté. Les choses sont interconnectées. Le Mali ne peut pas sortir de la pauvreté si le Malien ne sort pas de la pauvreté. Je parle du Malien. Bon, maintenant, dans ce contexte, pour que le Malien sorte de la pauvreté, il y a deux choses. La première chose, il faudrait que le Malien soit son propre baromètre, qu'il s'approprie sa propre personne. À partir du moment que tu t'appropries sa propre personne, tu es en harmonie avec toi-même, tu peux t'approprier ton espace géographique, ton État. C'est aussi simple que cela. Donc le Malien a besoin de s'approprier sa personne et son espace géographique. En ce moment, tu peux négocier avec d'autres. Mais si tu n'es pas capable de t'approprier ta propre personne, tu n'es pas capable de t'approprier ton espace géographique, comment veux-tu négocier avec quelqu'un d'autre? Donc ça veut dire que quelqu'un d'autre va venir s'approprier de ton espace géographique. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et il le souligne, c'est vrai, c'est le cas malien, mais c'est presque le cas de presque tous les pays, en tout cas francophones. Nous vivons de la même dépendance, de la même indépendance, et on a du mal à s'en sortir. Donc c'est pas facile pour nous, citoyens lambda, de suivre le train. Mais comptons sur nous-mêmes. Moi, je pense que dans ces développements, il veut privilégier juste le fait que moi-même, j'ai un combat avec moi-même. L'autre, ça ne m'intéresse pas dans mon combat. Si je réussis, j'impacte ma communauté. L'autre réussit, il impacte sa communauté. La somme des réussites feront de nous des personnes capables d'impulser la démarche. Et nous pouvons, à ce niveau, imposer à nos États une marche à suivre. Actuellement, l'État est plus fort que nous. Et pourtant, c'est à nous de donner à l'État les moyens pour survivre. L'essence de l'État, les voitures de l'État, les palais de l'État, tout ce que l'État a aujourd'hui comme privilège, comme actif, comme privilège, c'est nous-mêmes. Cela me permet de revenir sur quelques indications. J'ai eu une réunion avec M. Gakou de l'ISPIC. Je parle beaucoup de l'ISPIC parce que je suis passionné de ce que nous avons fait pendant 10 jours. Il me dit qu'il y a quelque chose qu'on doit chercher au Mali et qu'on doit le transmettre au niveau des jeunes. Ne cherchons pas de l'argent, mais cherchons la crédibilité de ce qu'on nous a confié. Si on a la crédibilité, on peut gagner de l'argent. Il dit, M. Gakou,
l'argent ne peut pas acheter la crédibilité, mais la crédibilité peut acheter l'argent. Et malheureusement, dans nos modèles pour entreprendre, tout le monde est orienté vers la recherche de l'argent. J'entreprends pour gagner de l'argent. Or, entreprendre, si c'est uniquement pour gagner de l'argent, mais tu peux arrêter. Fais autre chose pour gagner de l'argent. L'entrepreneuriat tel qu'il est conçu, en tout cas nous, de la façon dont nous le percevons, cet entrepreneuriat, c'est des difficultés, des promesses, de l'autonomie, de la reconnaissance, des choses qui sont passionnantes. Si tu n'es pas passionné, n'entreprends pas. Et cela me permet de dire, j'ai eu l'opportunité d'être invité comme invité d'honneur au salon de l'entrepreneuriat des jeunes de l'IEMOA, dont M. Ndiaye nous a fait le plaisir de modérer. J'ai insisté sur le fait qu'il faudrait juste qu'on se rende compte que finalement notre vie en Afrique ne nous appartient pas. C'est-à-dire nous, à part l'air que nous respirons, mais tout ce qui nous entoure, on nous demande de faire. On nous demande de voir, on nous demande de nous orienter, on nous demande de mettre en place un système canadien dans le domaine éducatif, un système français dans l'enseignement supérieur. Mais finalement, où est notre système? Nous, et le système malien, il est où? Le système sénégalais, il est où? Le système ivoirien, il est où? Et pourtant, Dieu seul sait que si on fouille notre histoire, nous n'avons que des systèmes. Nous n'avons pas un système, nous n'avons que des systèmes. Voilà. Mais qui ont très bien marché à l'époque. Oui. Mais que nous n'avons pas pris le temps d'organiser, de modéliser. Et comme ont fait les Blancs ont eu des systèmes qui ont très bien marché, ils les ont décrits. Ils ont pris le temps d'aller en laboratoire pour comprendre le pourquoi du comment. Ils ont fait des recherches, établir des documents. Ils ont établi aussi des livres pour que tout le monde accède à cette connaissance. Et puis il y a cette solidarité pour que la connaissance se développe à un autre niveau. Donc, aujourd'hui... Mais ça doit être le rôle, excusez-moi de vous couper, mais ça doit être le rôle des universités, des facultés supérieures. Mais mon cher, moi je suis chargé d'enseignement, je ne suis pas enseignant, chercheur. Des fois, j'ai du mal à comprendre le pourquoi on dit en Afrique on a des profs titulaires de chaire, on a des agrégés, et dans leur domaine respectif, il n'y a rien qui a été créé. Et moi, finalement, ce titre d'enseignant-chercheur, ce titre de prof d'agrégé, ce titre de maître de conférence, ce sont des titres, en tout cas, pour lesquels je n'accorde aucun crédit. Vous savez, ce dont je peux accorder du crédit, une personne qui maîtrise son environnement et qui crée quelque chose, comme les femmes. La femme n'a pas appris comment on prépare un repas, elle a réussi à créer un repas. Avec des légumes, elle a assemblé, elle a créé un repas. Ça, c'est du concret. Elle a repassé les vêtements. Donc, elle, dans le vide, elle crée quelque chose. C'est ça un intellectuel. Si on avait des profs d'université qui réfléchissaient comme des femmes, on allait avoir une Afrique gagnante, capable de mettre en place un processus d'émergence. Et pour terminer, il est important aussi que cette réussite, qu'on l'explique autrement au niveau des jeunes. Permettez-moi, je vais vous saouler des jeunes de l'esprit. Je leur ai dit, lorsqu'on commençait l'incubation, en général, pour inviter quelqu'un à la télé, il faut qu'on nous fasse accepter qu'il a réussi. Réussir, on l'a orienté sur le plan financier. Il a des immeubles, il a une voiture, il a une femme, il a des enfants qui ont le passeport France, et ainsi de suite. C'est ça réussir. Or, j'ai dit aux jeunes dès le premier jour, la réussite, c'est vous avez réussi à construire un bassin piscicole. Vous avez réussi à venir à 8 heures. Vous avez réussi à créer une application à 30%. Vous avez réussi à ce que vos pépinières aient 3 cm. C'est ça la réussite. Absolument. Et dans cette réussite, si on invitait ces jeunes qui ont un niveau de processus non seulement, non pas abouti totalement, mais à qui on peut affecter des applaudissements, à qui on peut affecter une valorisation, ces jeunes vont se dire « Ah, finalement, j'ai réussi. » Donc, je fais partie des personnes qui ont réussi. Et ce jeune est galvanisé, il est valorisé, il devient quelqu'un d'intéressant. Vous voulez réagir, je vous entends. Oui, c'est en plein ça. Et il a parlé de l'oxygène. Et si on ne fait pas attention, si on se donne, les autres vont même nous vendre l'oxygène. Ils vont, l'oxygène qu'on respire là, ils vont nous le vendre et on va payer. Mais ils viennent de privatiser l'eau. Oui. L'eau potable a été privatisée. Donc, si on ne fait pas attention, ils vont privatiser l'oxygène. Écoute, ils sont en train de travailler là-dessus. C'est vrai. Ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, c'est à nous de prendre conscience de tout ça et d'aller directement dans le sens qu'il vient d'expliquer. Exactement. C'est d'ailleurs le combat que vous êtes en train de mener là-dedans. Définitivement. Un combat panafricaniste, une vision panafricaniste que vous avez. Effectivement. Parce que tant que tu ne comprends pas... L'Afrique ne peut être l'Afrique qu'à partir du moment où les Africains le prennent. Et voilà. Et aucun messie ne va venir dire aux Africains, faites comme si. C'est aux Africains de se prendre en charge eux-mêmes.
le temps de vous laisser souffler un peu, je vous propose ce deuxième extrait vidéo, l'illustration qu'on peut partir de rien et devenir une immense entreprise. Pour être bien dans sa peau, il faut avant tout être bien dans sa chair. Voilà ce sur quoi Bourama Doumbia consacre toute son énergie. Spécialisée dans la transformation des produits alimentaires, la société Aminata Konaté, plus connue sous l'appellation Baramousso, qu'il a mis en place depuis 10 ans tout juste, transforme de nos jours 54 produits. J'étais jeune vendeur de condiments au marché de Lafiabougou. Le déclic m'est venu à partir de ces petits commerces. Je me suis dit un jour qu'en dehors des légumes, tout ce qu'on a sur le marché provient de l'extérieur. C'est là que j'ai commencé à produire des bouillons à partir des mélanges des produits locaux. Quand j'en ai parlé à ma mère, c'est elle qui m'a proposé le nom Baramousso. Devenu par la force des choses une pointure de l'industrie agroalimentaire au Mali, Bourama Doumbia reste déterminé à aller plus loin qu'on ne peut l'imaginer. Ainsi, à travers le pays, il ambitionne de mettre des unités de transformation, à l'instar de celle de Diago, en maquette ici en image. Nous prévoyons de mettre ici 10 unités de production. On va essentiellement faire des produits comme de l'huile, de la mayonnaise, du chocolat, du blé de maïs, entre autres. Par la suite, nous réaliserons un autre site spécialement dédié aux produits de forte odeur. Mais pour le moment, en attendant la fin de cet ambitieux projet, cet entrepreneur de 41 ans réalise ici à Sébenikoro la quasi-totalité de ses productions. Actuellement, nous sommes dans l'unité de mise en sachet des productions que nous faisons ici. Par jour, on peut faire environ 1 million de mises en sachet. Le travail est tellement énorme que les équipes se succèdent 20 heures sur 24. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à travers le Mali, la société emploie plus de 4000 personnes. Vous avez, je vois, vous avez beaucoup noté, vous avez surtout été impressionné. Oui. Alors, je félicite déjà le promoteur qui a osé entreprendre, qui essaie de relever le défi du chômage dans nos États. Mais j'ai une problématique beaucoup plus profonde. J'ai imaginé son environnement entrepreneurial. Toutes les machines qui servent de produire viennent de l'étranger. D'ailleurs, je vais vous surprendre, il est en train de travailler là-dessus. Et non, donc non. Il est en train de travailler là-dessus. C'est ça qui est important. Il veut se prendre en main. Donc, j'ai noté, comme le cadre est de l'extérieur, il y a une opportunité à se faire de l'argent dans son activité. Exactement. Je ne parle pas de lui, mais d'autres personnes peuvent se dire, le gars, il a des produits africains, basés sur un entrepreneurial africain. Il a besoin de machines pour transformer ces matières premières en produits finis. Donc, je me lance dans la construction de machines pour répondre à son besoin. Exactement. Ce qui veut dire qu'on va réduire le niveau d'investissement au niveau de son entreprise. Parce que si on achète ici, avec une production locale, ça devient moins cher. Mais le deuxième point qui est important aussi, mise en sachet, l'emballage, mais toute la structuration du produit jusqu'à la livraison, il y a plusieurs interventions qui sont faites avec des services extérieurs, avec des produits extérieurs. Exactement. Donc, si on analyse ce qu'ils gagnent, on défalque ce qu'ils dépensent avec les étrangers, ils risquent de se trouver avec peu d'argent. C'est vrai. Et ce peu d'argent, avec 4000 salariés, ces salariés ne vivront pas dans de bonnes conditions. Donc, finalement, son modèle entrepreneurial lui servira lui-même en tant qu'entrepreneur. Je le remercie, je le félicite. Mais par contre, les personnes qui gravitent autour de ces projets en tant que collaborateurs ne verront pas les fruits parce qu'il n'aura pas la capacité de payer 4000 salariés avec des salaires confortables. Donc, j'invite toutes les Africaines, tous les Africains à regarder de près certaines activités qui méritent d'avoir une valeur ajoutée. Et dans ce sens, on a plusieurs opportunités qui s'offrent à qui sait observer son environnement immédiat. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre dans le tournage. On a été, par exemple, le savon, ça ne fait pas partie de son, comment dirais-je, de son projet. Ça ne faisait pas partie de son projet. Mais son savon est venu du fait qu'il avait du mal, plutôt,
Et la société malienne qui est chargée de ramasser les ordures avait du mal à venir ramasser les ordures à temps. Donc ce sont les ordures qu'il a transformées aujourd'hui en savon. En savon. Waouh! Vous voyez C'est expérience intéressante parce que j'ai vu un cas comme ça au Canada. Ils ont des problèmes de déchets à Drummondville. Ils ont décidé de faire de l'électricité avec. Maintenant, ils produisent de l'électricité à base de déchets. Ça aussi, il le prévoit. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ce qu'il vient de faire, ce que M. Lam vient d'expliquer, mais c'est ça l'incubation. C'est exactement cela. Donc, ça veut dire que dans un projet, il y a plusieurs autres petits projets qui peuvent structurer autour du même projet. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est l'interconnexion des choses. S'il a 4000 employés, c'est un exemple que je donne, ces 4000 employés, chacun décide d'aller vers l'innovation et la créativité sur le produit, mais ils vont avoir des milliers de produits. C'est vrai. Si tout le monde parvient à le suivre. Voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas sûr que ton personnel arrivera. Et c'est ça qu'il va falloir. C'est ça qu'il va falloir faire. Amener le personnel à suivre le rythme de l'entreprise. Mais dans la réalité locale. Dans la culture locale. Donc, ça veut dire qu'au niveau même culturel, il va falloir qu'il y ait une certaine reconversion des mentalités, qu'on sort de la mendicité, la main tendue. Il faut sortir de ça. Exactement. Pour aller vers la créativité. C'est dire, oui, je suis capable. Et vous l'avez dit, vous l'avez noté, c'est vrai que lui, la plupart de ses produits viennent de l'extérieur, mais d'autres Maliens peuvent profiter de cette opportunité qu'il est en train de créer. Oui, c'est ce que j'ai dit. Lui, en fait, il a un besoin. Il veut des sacs. Normalement, il ne doit pas s'occuper de la production de sacs. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce que contiennent les sacs. Il s'est investi là-dessus, il fait du bon boulot. Maintenant, d'autres opportunités se présentent à travers son activité principale. Exactement. Donc, j'invite les autres à regarder de très près les besoins détectés au niveau d'autres activités pour investir là-dessus. C'est d'ailleurs le même conseil lors de votre présentation la dernière fois au niveau du salon des jeunes entrepreneurs du mois que vous avez souligné, le fait que nos mamans travaillent d'arrache-pied au niveau du marché. Elles font de la petite transformation, mais les jeunes qui viennent de sortir de l'école peuvent aussi les aider. Mais non seulement peut aider les mamans, mais peut aussi en trouver ou en déduire son travail plus tard. Pourquoi? La maman qui a transformé son produit n'a pas appris comment on met en place un système de packaging. Elle ne sait pas utiliser l'ordinateur forcément. Mais tout est question de design. Quand les produits sont bien raffinés, bien présentés, en général, ils ont plus de valeur. C'est vrai. Et cette valeur-là, à travers mon ordinateur, à travers une bonne connexion Internet, à travers des logiciels qui sont très simples à manipuler, j'arrive à les faire. J'apprends, je transmets et je me donne de la valeur. Et le produit a plus de valeur. Mais je peux même être, je ne sais pas moi, consultant en accompagnement numérique avec des femmes qui ont besoin que leur produit rayonne. Donc c'est aussi simple que ça. Exactement. Il y en a même qui n'ont même pas de comptabilité, par exemple. Il y a des élèves qui sortent qui ont des diplômes de comptabilité qui peuvent aussi apporter. Exactement, définitivement. Et tout ça, c'est des possibilités. Tout ça, c'est parce qu'il y avait un monsieur au Burkina, je pense qu'il vit encore, mais j'ai oublié son nom, mais qui était multimilliardaire. Mais j'ai vu ça, j'ai rencontré sa fille au Canada, qui était en train d'étudier la comptabilité pour aller faire la comptabilité pour son papa. Voilà. Mais c'est ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, hier, mon grand frère m'a expliqué quelque chose. Notre père était marchand de bétail. Lui, le mercredi après-midi, il n'y avait pas d'école en ce moment, mais le papa ne le savait pas. C'est lui qui a dit au père, ben écoutez, mercredi après-midi, moi, je vais aller m'occuper de tes bétails. C'est comme ça qu'il a commencé à travailler. Et c'est comme ça qu'il a commencé à développer. Et maintenant, il a créé des compagnies d'assurance, des hôtels, il a tout. C'est un multimilliardaire aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'il a commencé. Et l'autre exemple, c'est il y a une brave dame que j'ai connue qui s'appelle Moui Sanogo qui a commencé à vendre de l'eau. Et 5 francs, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, les choses. Il faut se faire confiance. Une fois que tu te fais confiance, mais les autres aussi, qui ont une certaine formation académique, doivent venir avec une sincérité d'esprit. Mais pas dans l'intention de vouloir te voler. Parce que malheureusement, dans nos écoles, on n'enseigne pas la prise de conscience de soi à soi. C'est ça que je disais, la responsabilité. On n'apprend pas aux gens à être responsables, malheureusement. En fait, c'est vrai, on ne nous apprend pas à être responsables. Mais par contre, j'ai dit aux jeunes ce même jour, soyez votre propre projet, soyez votre propre personne, soyez votre propre identité, soyez votre propre histoire. C'est vrai, l'État doit me donner un cadre pour que je puisse être un citoyen exemplaire. Mais que l'État
m'incite ou pas, je dois me faire ce propre cadre moi-même. Par exemple, j'ai ma voiture, le feu est rouge, même s'il n'y a personne, il est 3 heures du matin, mais je ne dois pas partir parce que l'État m'a dit, j'ai mis des feux pour te protéger. Exactement. Pour que tout le monde accède à la route avec des conditions de sécurité. C'est-à-dire là, je me fais ma propre police, je me fais ma propre gendarmerie et je suis ma propre personne. Et j'incite les jeunes à faire cette réflexion personnelle. Même des fois, j'exagère en disant aux jeunes, ne cherchez aucune référence. Soyez vos références vous-même. Parce que si vous êtes référence de vous-même, le matin, vous vous dites, j'ai fait 2. L'après-midi, j'en ferai 4. Le lendemain, j'en ferai 5. Et de façon continue, vous vous améliorez à devenir la personne que vous avez envie de devenir. Exactement. Donc un dernier mot avec... c'est ça, être son propre baromètre. Chaque jour, devenir une meilleure version de soi-même. Rien de plus que ça. Être son propre baromètre et chaque jour, essayer de devenir une meilleure version de soi-même. Aussi simple que ça. Exactement. Donc c'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris suffisamment note. En tout cas, des occasions comme ça, vous ne résoudrez pas tous les jours. Donc rendez-vous est pris la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet qui contribue à vous inspirer les esprits, à vous ouvrir les esprits. Fatima Maïga, Karim Diallo, Ibrahim Konaté, et Yacouba Konaté, Laluya Diallo, Mahmoud Sissi qui a été remplacé par notre caméraman. Abdul Salam Ouedraogo est toujours là pour nous accompagner. Julie Traoré aussi a assuré la partie technique au niveau du cadrage. Et Almami Sangata, l'homme de Idja, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro avec toujours cette envie de vous édifier sur les sujets qui font bouger notre société. TM2, 2 fois plus proche. Au revoir.